sur la forêt. Ce soir, la conférence va être traduite en langue des signes avec François et Fabrice qui prendra le relais. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Sabrina Krief, qui est vétérinaire, chercheuse au Muséum d'histoire naturelle et maître de conférence. Et je lui cède la parole. Elle va nous emmener dans la forêt auprès des grands singes d'Afrique. Alors bonjour et merci à vous tous d'être venus, de vous être déplacés pour partir effectivement à la rencontre d'un habitant un peu particulier, donc spécifiquement le chimpanzé qui fait partie des grands singes. Et donc je vais vous emmener au cœur de la forêt africaine pour en fait essayer de comprendre si les chimpanzés sont capables d'utiliser des plantes pour améliorer leur santé. Donc, qu'est-ce qu'habiter les forêts tropicales ? Habiter les forêts tropicales, c'est vivre dans un écosystème qui est tout à fait particulier. En effet, ces forêts présentent une richesse en termes d'espèces, en nombre d'espèces, aussi bien d'espèces animales que d'espèces végétales, une sorte de concentration de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Cette biodiversité, elle représente une richesse, une ressource indispensable, aussi bien pour les communautés qui vivent juste à côté de ces forêts tropicales, que pour nous autres qui vivons plus loin, et finalement pour toute la population de la planète. Ce sont des ressources indispensables en termes d'alimentation, en termes de ressources en eau, de ressources énergétiques, mais aussi pour la médecine humaine, puisque beaucoup des médicaments, en fait 70% des médicaments, sont issus de substances naturelles. Et cette forêt tropicale, elle représente aussi un enjeu particulier, parce que, en particulier donc pour moi qui suis chercheur, c'est l'unique habitat des grands singes. Et bien sûr, comme vous le savez, ces forêts sont gravement menacées, et les menaces sont multiples et toujours plus fortes aujourd'hui. Pour les primates, que sont les grands singes, ça représente un écosystème spécifique. Environ 90% des 250 espèces de primates qu'on a recensées aujourd'hui vivent en forêt tropicale. Les grands singes sont un peu particuliers. Ce sont des primates qui n'ont pas de queue, qui ont des capacités cognitives, donc une intelligence particulière, et ils font donc partie de ces espèces qui ne vivent qu'en forêt tropicale. Si on regarde les pays où vivent des primates, on se rend compte qu'en fait, ces pays perdent chaque année environ 125 000 km² de forêt, ce qui représente quelque chose d'assez incroyable, 32 millions d'individus de primates, mais surtout 123 000 tonnes, donc 123 000 tonnes de primates. Donc une perte chaque année toujours plus importante. Donc ces grands singes, comme je vous l'ai dit, ils font partie des primates non humains. On en dénombre 6 espèces aujourd'hui qui vivent sur la planète. Donc vous pouvez voir sur les petites photos du bas 2 espèces de gorilles qu'avant on différenciait en gorilles des plaines et gorilles de montagne, mais aujourd'hui ces 2 espèces sont distinctes d'une façon différente. On parle de gorilles de l'Est et de gorilles de l'Ouest, donc le premier étant un gorille de l'Ouest et le second un gorille de l'Est. 2 espèces de chimpanzés qui appartiennent donc à un genre qu'on appelle Pan. Pan troglodytes, qui est le chimpanzé dit commun, et Pan paniscus, qui est le chimpanzé dit pygmée, donc le bonobo. Et 2 espèces d'orang-outans qui, eux, ne vivent pas en Afrique et qui vivent exclusivement en Asie du Sud-Est, l'orang-outan de Sumatra et l'orang-outan de Bornéo. Tous vivent en forêt tropicale, en Afrique et en Asie du Sud-Est, et toutes ces espèces sont en danger d'extinction, certaines étant même en danger critique. Certaines sous-espèces, en particulier des sous-espèces de gorilles, les gorilles de montagne, les gorilles de Cross River, et aussi donc, le gorille de Sumatra, qui ne compte plus qu'environ 7000 individus sur l'île de Sumatra. Et une espèce
fait aussi partie de ces grands singes, avec ses caractéristiques un peu particulières au sein de la grande famille des primates. C'est une espèce qui est la plus proche donc, du genre pan, des chimpanzés et des bonobos, qui, elle, se trouve sur toute la planète, au contraire des grands singes, donc qui n'est pas restreinte uniquement aux forêts tropicales, qui est en pleine expansion, au contraire des 6 autres, qui, on l'a vu, sont toutes en voie d'extinction, et qui menacent les 6 autres de disparition. Vous l'avez compris, nous en sommes les représentants, c'est l'espèce humaine. Mais si cette espèce est responsable de la disparition et de la perturbation des forêts tropicales, cette espèce est aussi celle éventuellement qui peut renverser la balance et peut faire que ces forêts soient préservées, cet habitat des grands singes soit préservé et que les grands singes éventuellement survivent. Donc voilà une carte de l'Afrique, donc on va partir un peu plus spécifiquement en Afrique. Et sur cette carte, vous pouvez voir donc des taches jaunes présentes de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Ça, ce sont les endroits où vivent les chimpanzés. Donc au final, vous pourrez me dire, les chimpanzés, ils sont présents dans de nombreux pays, 21 pays d'Afrique. Finalement, n'ont pas l'air si menacés que ça. Pourtant, si vous regardez la façon dont se répartissent ces taches, elles sont disjointes, disconnectées. L'habitat, en fait, est fragmenté en petits morceaux. À part dans cette grande zone du bassin du Congo où on voit que les chimpanzés peuvent traverser, et donc les gènes peuvent passer d'un côté à l'autre de la forêt, ailleurs, dans ces petites taches, en fait, sont comme des îles. Donc, ils se retrouvent entourés d'habitats qui ne sont pas favorables et du coup, les gènes ne peuvent pas circuler. Donc, les populations s'appauvrissent et peut-être que certaines populations sont amenées à disparaître. Donc, cette fragmentation de l'habitat est une des menaces principales qui pèsent sur les grands singes. Si on regarde les gorilles, leur répartition est beaucoup plus restreinte. Donc, je vous l'ai dit, on a des gorilles de l'Est et des gorilles de l'Ouest et des gorilles de l'Est, avec ici une population entre le Nigeria et le Cameroun qui ne compte plus que quelques centaines d'individus. On estime environ 300 à 400 gorilles. Ici, des gorilles de plaine de l'Ouest qui sont plus abondants, plus nombreux. Et à l'est, des gorilles qui vivent plutôt en plaine aussi, et des gorilles de montagne, où là, il ne reste que 700 à 800 individus aussi, donc à cheval sur 3 pays, l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, pour les gorilles aussi, des habitats qui petit à petit se restreignent. Quant aux bonobos, en fait, ils sont représentés ici en orange et eux ne vivent que dans des endroits où on ne trouve pas les chimpanzés et les gorilles, uniquement au sud du fleuve Congo, en RDC. Et donc, on estime aujourd'hui qu'il existe environ 30 000 bonobos, que ce soit pour les chimpanzés ou pour les gorilles. Ces fourchettes, ces recensements en fait sont assez peu précis parce que c'est très difficile de recenser les grands singes en forêt tropicale et donc on a des fourchettes relativement larges. Pour les chimpanzés, on estime entre 170 000 et 300 000 chimpanzés. Pour les bonobos, entre 10 000 et 50 000. Donc c'est difficile de compter les grands singes parce qu'on compte en fait des nids dans des habitats qui sont très denses, très difficiles d'accès, et qui en plus, et c'est le cas en particulier des bonobos, sont souvent dans des zones d'instabilité politique et où donc les chercheurs ont des difficultés à pénétrer. Donc tous ces chiffres sont aussi soumis à caution, et qui plus est, une menace aussi très importante qui pèse sur les grands singes, ce sont les maladies, et en particulier une maladie dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Ebola, et qui fait des ravages très rapidement. Dans certaines zones d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, il y a jusqu'à 90% des populations de gorilles qui ont disparu, tout ça en quelques mois. Donc les recensements sont d'autant plus difficiles. Alors les gorilles, en fait, on estime que les gorilles de l'Ouest, il en existe environ 100 000. Voilà, mais c'est pareil, ce sont aussi des fourchettes relativement larges. Donc moi, je vais vous emmener à la frontière de la RDC, donc de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, et de l'Ouganda,
Donc vous voyez ici l'Ouganda qui se trouve à proximité du lac Victoria. Ici, la frontière avec la République démocratique du Congo, qui est représentée sur cette image satellite par cette zone verte que sont les monts du Rwenzori, des montagnes de haute altitude volcaniques qu'on appelle les monts de la Lune. Et donc moi, je travaille dans le parc national de Kibale, qui se trouve ici, qui couvre 760 km² et qui compte 1 millier de chimpanzés. Cette image satellite vous montre déjà à quel point l'habitat autour du parc est dégradé. Cette zone verte, c'est effectivement de la forêt tropicale, mais tout autour, à peine on sort du parc, ici, on trouve en fait des cultures, des plantations, des zones d'habitation, mais pratiquement plus de forêt. Donc seul l'espace protégé que représente le parc national compte des forêts tropicales capables d'abriter une population viable de chimpanzés. Autour, il y a des tout petits fragments de forêt dans lesquels il y a quelques individus chimpanzés, mais ici, c'est une des plus grandes populations de chimpanzés préservées en Ouganda. Donc 1 millier de chimpanzés, et autour, des densités de population très fortes qui ont été multipliées par 7 dans les 50 dernières années, avec à certains endroits, ici par exemple, jusqu'à 300 habitants au kilomètre carré, donc des densités de population humaine qui sont parmi les plus hautes d'Afrique. Juste pour vous donner une idée, entre deux parcs dans lesquels on trouve les derniers gorilles de montagne, il y a 20 km entre les deux parcs, et c'est pareil, on trouve environ 350 habitants au kilomètre carré entre ces deux parcs. Donc ce qui vous explique encore, en plus de cette disparition de la forêt, la difficulté à franchir ces fossés que représentent ces zones qui sont très peuplées. Et donc même si on essaye de créer des corridors de forêt, reste que la pression démographique est très forte. Donc un des enjeux très importants pour les gens qui vivent en forêt comme pour la faune et la flore, c'est d'essayer de concilier ces espèces, cette biodiversité et le bien-être des populations locales. Car bien sûr, nous, on ne travaille pas dans l'idée de conserver les grands singes au détriment des humains, mais notre souhait, c'est d'essayer de comprendre comment il serait éventuellement possible de pouvoir continuer à vivre en bonne harmonie entre grands singes et humains dans ces zones que sont les forêts tropicales, et donc qui sont très riches en ressources naturelles. Donc plus particulièrement, j'ai travaillé depuis 12 ans sur une communauté qu'on appelle la communauté de Kanyawara, qui compte 50 chimpanzés qui ont été habitués à la présence humaine. Car des chimpanzés, en fait, quand ils sont sauvages, n'acceptent pas du tout d'être suivis. Plus encore dans des zones autres que l'Ouganda où ils sont chassés pour leur viande. C'est la grande majorité des pays d'Afrique. On consomme les chimpanzés et on les chasse. C'est complètement illégal, ce sont des espèces protégées. Mais malgré tout, le besoin de protéines fait que les peuples consomment de la viande de grands singes. Ce n'est pas le cas dans certaines ethnies où, soit parce que la proximité avec l'homme, soit parce que ce n'est pas une viande de forte valeur, dans ces ethnies-là, on ne consomme pas les chimpanzés. Et c'est le cas donc dans le parc national de Kibale en Ouganda. Mais malgré tout, les chimpanzés restent timides, craintifs et acceptent très difficilement qu'on les observe et qu'on les suive. Donc il a fallu près de 20 ans pour habituer les chimpanzés, les rendre confiants à la présence humaine. Et donc ça a été fait par une équipe de chercheurs de l'université d'Harvard aux États-Unis. Et donc moi, quand je suis arrivée il y a une douzaine d'années avec mon mari, que j'étais encore jeune vétérinaire, que j'avais déjà soutenu ma thèse, mais que je commençais ma thèse de doctorat, ces chimpanzés étaient déjà habitués, pas aussi bien. Mais dès ce moment-là, on a commencé à travailler pour essayer de comprendre s'ils étaient capables d'automédication, donc capables de sélectionner des plantes pour améliorer leur santé. Alors bien sûr, ça comporte plusieurs approches, une qui est directement en lien avec ma formation vétérinaire, donc faire un suivi de l'état de santé des chimpanzés,
Une autre qui est plus éthologique, donc qui concerne le comportement, essayer de comprendre comment ces chimpanzés vivent dans la forêt, comment ils s'alimentent, qu'est-ce qui fait que parfois on peut croire que c'est effectivement de l'alimentation et à quel moment ça semble être autre chose que de l'alimentation, on va y revenir. Et puis aussi, et ça a été l'objet de ma thèse ensuite, donc faire une étude des propriétés chimiques des plantes qu'ils consomment. Donc de la chimie des substances naturelles, faire isoler les molécules, faire la structure des molécules, tester leurs activités pharmacologiques, donc les propriétés médicinales de ces plantes, et essayer de mettre en rapport l'état de santé des chimpanzés, leur alimentation et les propriétés de ces plantes. Donc pourquoi faire tout ça ? En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement, quand on connaît l'extrême diversité biologique de la forêt, est-ce que, quand on regarde les chimpanzés, leur régime alimentaire est le reflet de cette diversité en plantes ? Ou bien est-ce que finalement ils consomment qu'une toute petite partie de ces plantes ? Est-ce que s'ils consomment certaines plantes, c'est uniquement parce qu'elles sont riches en calories et qu'elles les nourrissent ? Ou bien est-ce qu'on peut supposer qu'il y a une valeur autre que cette valeur nutritionnelle ? Et dans une perspective de conservation, de préservation de ces espèces, qu'est-ce qu'il adviendra si la forêt est fragmentée, si on perd ces espèces végétales à ces espèces de grands singes? Est-ce qu'ils sont vraiment menacés par cette perte de biodiversité, ou est-ce que finalement, s'il y a quelques espèces d'arbres en fruits, c'est suffisant pour eux pour vivre et survivre? Donc en fait, notre question de ce soir, le cycle s'appelle « Habiter en forêt tropicale ». Donc il s'agit en fait de savoir comment est-ce qu'on peut, quand on est un chimpanzé, habiter et cohabiter avec d'autres primates, puisque je vous ai dit qu'il y avait tout plein d'autres primates qui vivaient en forêt tropicale au sein d'un immense garde-manger. Comment choisir les plantes qui nous nourrissent ? Comment habiter un environnement qui est riche en plantes toxiques et peut-être en tirer bénéfice, puisque ces plantes médicinales, si elles sont bénéfiques en petite quantité, elles vont être toxiques si on les consomme en grande quantité, comme nos médicaments de nos armoires à pharmacie. Et enfin, est-ce qu'il est possible d'habiter un environnement perturbé et d'y survivre? Donc on va découvrir ces aspects-là. Alors, plus spécifiquement, mon travail, en fait, vise à comprendre comment les chimpanzés interagissent avec les plantes, quelle est la part d'alimentation et quelle est la part liée à la santé. Donc, quand on parle d'alimentation, on parle de nutriments, de glucides, de protéines, de lipides. Par contre, quand on parle de santé, on s'intéresse à des molécules qui sont un peu différentes, qu'on appelle les métabolites secondaires des plantes. Donc, qui ne sont pas dévolus aux fonctions primaires de la plante, que sont la croissance, l'alimentation, mais qui servent plutôt de défense aux plantes. En fait, ces molécules servent à éviter que des prédateurs, comme les herbivores, donc par exemple, si on est en dehors de la forêt, ça peut être des vaches ou ça peut être des chèvres, trouvent désagréable la plante et la recrachent pour éviter donc d'être consommés en trop grande quantité. Donc ces métabolites secondaires, vous les connaissez en fait. Ce sont par exemple des antibiotiques comme des tanins, la quinine. Donc les tanins, c'est ce qu'on trouve dans le vin, ce qui fait qu'on a cette sensation de bouche sèche. Et c'est quelque chose qui empêche de digérer les protéines, puisqu'en fait, les tanins vont faire précipiter les protéines de la salive et vont donner cette sensation de bouche sèche. Donc un herbivore, quand il va consommer des plantes riches en tanins, il va trouver le goût désagréable et il ne va pas en consommer une grande quantité. Ça va permettre à la plante en fait, de se défendre et d'éviter d'être ratiboisée et de mourir. La même chose pour les alcaloïdes qui, eux, sont très amers. Et donc, cette amertume va faire que, comme un signal, en fait, de danger, attention, une trop grosse consommation a un goût désagréable et donc est très dangereuse. Il vaut mieux éviter de consommer une trop grosse quantité. Par contre, ces molécules, si elles sont consommées en très petite quantité,
je vous le disais tout à l'heure, peuvent avoir des vertus bénéfiques. Et c'est comme ça qu'on a découvert les médicaments en médecine humaine. Alors pour connaître ces propriétés, il faut les tester contre des agents pathogènes, des bactéries, des virus qui sont responsables des maladies. Et donc nous, notre travail, c'est de rechercher quelles sont les activités biologiques, les propriétés médicinales des plantes et de quelle façon ces plantes vont tuer les virus, les bactéries, les champignons qui peuvent se développer dans un organisme et en particulier donc l'organisme des chimpanzés. Donc il va falloir sur le terrain aussi observer les chimpanzés et essayer de faire un diagnostic de ces maladies pour essayer de comprendre comment ces interactions entre chimpanzés, plantes et agents pathogènes se mettent en place. Alors pourquoi c'est aussi très intéressant ? Parce qu'on estime qu'il y a environ 400 000 espèces de plantes sur Terre et jusqu'à présent, juste une petite poignée d'entre elles ont été étudiées. Elles ont été étudiées soit pour leurs propriétés chimiques, soit pour leurs propriétés biologiques, mais assez rarement le lien entre les propriétés biologiques et chimiques a été fait. Donc nous, notre travail, c'est non seulement de tester les propriétés pharmacologiques, mais ensuite de savoir quelle est la molécule qui est responsable de cette activité, éventuellement pour plus tard pouvoir les utiliser comme modèle pour faire des médicaments pour la médecine humaine. Et puis, ce grand nombre d'espèces végétales, elles sont principalement présentes en forêt tropicale. On estime qu'il y a environ 75% de ces espèces qui sont présentes en forêt tropicale. Elles sont très menacées, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a environ seulement 7% de la surface terrestre qui est recouverte par ces forêts. Et donc il est vraiment urgent aujourd'hui de mieux connaître ces forêts pour enrichir notre pharmacie, pour protéger les chimpanzés et pour valoriser cette flore pour les pays comme l'Ouganda qui ont besoin de ces ressources pour leur population locale qui les utilise en médecine traditionnelle. Donc ce sont des interactions qui sont tout le temps en mouvement, c'est pour ça que j'ai fait ces flèches qui varient de taille. Ce ne sont pas des interactions fixes, les propriétés peuvent varier en fonction de la saison, les activités sont plus ou moins fortes en fonction des sites où on trouve les plantes, donc même pour une même espèce ça peut varier. Et puis il y a un autre acteur qui s'invite au sein de ces relations, c'est l'homme, et l'homme peut lui aussi interagir et avoir des effets sur les différentes relations, en soit déforestant, soit en braconnant, en étant un agent de transmission de maladies. Et donc, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment s'organisent ces relations au sein de cette grande forêt tropicale. Donc vous voyez ici le parc de Kibale, qui en fait est une mosaïque de forêts denses, humides, d'altitude. On est à 1400-1700 mètres d'altitude, avec 13 espèces de primates. Et puis, une vue sur le Rwenzori, sur ces forêts, sur ces monts de la Lune, et une ambiance qui vous fait peut-être penser, si vous l'avez vu à Gorille dans la brume, c'est tout à fait similaire. Et des trouées dans la canopée qui permettent à une végétation de sous-bois aussi de croître et qui donc rendent la progression, le travail du chercheur encore plus difficile, car les chimpanzés ne vivent pas uniquement dans les arbres, ils se déplacent au sol, la plupart de leurs déplacements sont au sol, et donc il faut les suivre, traverser des obstacles, comme par exemple les rivières. Celle-ci est relativement petite, on a des rivières qui font plusieurs dizaines de mètres de largeur, pour à la fois suivre les chimpanzés et faire l'inventaire des plantes qu'ils consomment. Donc l'inventaire passe par des observations, des photos, des herbiers. Donc il s'agit à la fois de répertorier les espèces alimentaires et les espèces non alimentaires.
et de comprendre aussi comment les chimpanzés peuvent vivre avec d'autres espèces de primates. Ici, donc un singe à queue, donc un colobe, qui partage l'habitat avec les chimpanzés. Ça, c'est un colobe guéreza, noir et blanc, qui lui possède la particularité d'avoir un estomac avec des poches et donc d'avoir un système digestif qui ressemble plutôt à celui d'une vache. Donc lui, il va avoir tendance à fermenter et va consommer surtout des feuilles. Une autre espèce de colobe, le colobe bai, on les reverra tout à l'heure, ça c'est aussi la proie favorite des chimpanzés. Parce que les chimpanzés ne sont pas uniquement végétariens, ils sont omnivores. Et donc, ces colobes baies ont le même système avec une fermentation et donc ont tendance à plutôt fuir les chimpanzés. Et puis des espèces de primates qui sont à locomotion terrestre, qui sont aussi de grande taille. Et donc là, vous voyez un babouin. Vous pouvez remarquer, tout à l'heure, je vous ai dit que les chimpanzés étaient donc les grands singes étaient des primates de grande taille qui n'avaient pas de queue. Donc tous ceux que je vous ai présentés avant ont une queue. Et ils ont une autre particularité, c'est d'avoir la face plate. Et donc là, vous voyez que la grosse différence par rapport aux babouins, c'est que les babouins ont une tête de chien avec le museau allongé. Donc ça, c'est important aussi pour nous parce que, en fait, les babouins sont considérés comme des pestes par les communautés locales. C'est des prédateurs de culture, ils sortent très souvent de la forêt. Et donc, pour nous, c'est important aussi de faire des photos parce que ces populations locales, aujourd'hui, n'ont plus le droit de pénétrer dans le parc national. On y reviendra plus tard, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles les menaces sont encore plus fortes, parce que en voulant préserver la faune et la flore, on a petit à petit exclu les populations humaines des parcs, et petit à petit, la connaissance qu'ont les hommes des forêts sont en train de se perdre. Donc tant en termes de ressources médicinales, que aussi en tant que connaissance des espèces. Et donc quand on va voir des enfants et qu'on leur dit que les grands singes sont menacés, pour eux, le babouin est un grand singe et ils ont beaucoup de mal à faire la différence entre donc, un babouin et un chimpanzé. Parce que pour eux, tous sont de grande taille. Donc ici, vous voyez 3 mâles de la communauté de chimpanzés de Kanyawara. Ici, Big Brown, ici, Makoku et ici, Johnny. Donc, ils ont chacun des noms, on arrive à les identifier. Et même vous, je suis sûre que vous arrivez à voir qu'ils ne sont pas identiques. On les reconnaît par leur face, par leur visage, en fait. Ils ont des couleurs de peau différentes, des expressions différentes, mais aussi par leur silhouette générale. Il y en a des plus trapus, des plus minces, par leur locomotion. Tous ne marchent pas de la même façon. Et donc, ces grands mâles-là que vous voyez, adultes, sont en train de s'épouiller. C'est un comportement qui est le ciment de la communauté. L'épouillage, ce n'est pas juste enlever des parasites, c'est aussi créer des liens sociaux et apaiser les tensions. Donc ça, c'est très important parce que ces mâles vont rester toute leur vie dans la communauté, sur le terrain, le domaine où ils sont nés. Ce sont les femelles qui vont changer de communauté. Elles vont partir sur un autre site à l'adolescence, avant donc de donner naissance à leur premier bébé. L'adolescence chez les femelles chimpanzés, vous allez le voir, les traits d'histoire de vie sont similaires pratiquement à ceux des humains. L'adolescence chez les chimpanzés, c'est autour de 14-15 ans. Un chimpanzé peut vivre 60-65 ans si les menaces ne sont pas trop fortes et si les braconniers ne les tuent pas avant, si les maladies ne les tuent pas avant. L'enfance, en fait, donc vous voyez ici un très jeune chimpanzé, correspond à la période entre 0 et 4 ans, la période où le petit est très dépendant de la mère. La mère va le porter d'abord sur son ventre, puis ensuite sur son dos. Elle va d'abord l'allaiter, mais assez rapidement, le petit va être capable de goûter différents aliments. Mais en fait, la femelle chimpanzé et son jeune sont la seule unité fixe de la communauté. En fait, une communauté de chimpanzés se définit comme les individus qui se connaissent entre eux et s'acceptent, se tolèrent. On n'a jamais les 50 chimpanzés tous ensemble. Ils se forment des petits sous-groupes qui sont labiles et qui vont changer
le matin, on peut rencontrer 3 chimpanzés qui, au cours de la journée, vont rejoindre un autre groupe. Et donc, on aura au milieu de la journée 20 chimpanzés ensemble. Et puis, après, ils vont se dissocier en 4, 5, 10 groupes. Mais une mère et ses jeunes vont être la seule unité fixe. Donc ça vous explique encore un peu plus la difficulté qu'on a à les suivre, puisque quand on repère un individu malade, de pouvoir le suivre, c'est encore plus compliqué parce que, à un moment donné, il va être au milieu d'un groupe et ce groupe, on ne peut pas nous le couper. On va être obligé de rester à l'extérieur du groupe pour éviter de les perturber. Le travail d'habituation, c'est effectivement garder leur confiance, mais c'est garder aussi une distance vis-à-vis d'eux, une distance d'environ 5 mètres pour éviter la transmission de maladies et surtout n'avoir jamais de contact physique avec eux pour éviter qu'ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Donc les quelques images que vous avez vues vous présentent des jeunes chimpanzés qui ont le visage très clair. En général, quand ils vieillissent, les chimpanzés ont la face beaucoup plus colorée. Et donc, vous les avez vus à la fois au sol et dans les arbres. Mais c'est au sol, en fait, qu'on voit le plus facilement, pour nous, chercheurs, les relations entre les individus. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous, comprendre comment ils interagissent pour savoir de quelle façon éventuellement se transmettre des informations. Donc là, vous voyez une femelle adulte qui joue avec un jeune chimpanzé. Et ces jeux peuvent exister aussi bien entre les jeunes qu'entre les adultes matures eux-mêmes. Et donc, le travail sur le terrain, en principe, c'est l'humain qui observe le chimpanzé. Et là, vous voyez que là, c'est Stout, qui est un des plus vieux chimpanzés, est quand même un peu curieux vis-à-vis de nous. Et notre travail au quotidien, en fait, c'est de partir dès environ 4-5 heures du matin pour arriver, en fonction de la distance à laquelle ils vont être de la station de recherche où on dort, arriver avant qu'ils ne se réveillent. Ils se réveillent vers 6h, 6h30. Et donc, avec nos équipes d'assistants, on va, tout au cours de la journée, donc du matin avant leur réveil jusqu'au soir où ils vont se coucher, suivre leur comportement en essayant de suivre le plus d'individus possible et donc de connaître en particulier leur alimentation et leur maladie. Alors après 12 ans, on s'est rendu compte, en faisant un inventaire, que le nombre d'aliments consommés était tout à fait extraordinaire. Environ 300 aliments consommés donc, au cours de ces années d'observation. Donc on est bien loin des 5 fruits et légumes recommandés par les autorités aujourd'hui. 300 aliments, c'est aussi bien donc, des feuilles, des fruits que des tiges. Et donc, a priori, je vous le disais tout à l'heure, cette biodiversité, les chimpanzés sont finalement capables de bien l'exploiter. Et même s'ils sont principalement frugivores, vous voyez que sur ce graphique, 80% du temps d'observation est dévolu à la consommation de fruits. Malgré tout, ils consomment aussi à la fois des feuilles et des tiges, et parfois jusqu'à 33 espèces différentes chaque mois. Donc même s'il y a une saisonnalité, pendant un même mois, ils vont être capables de goûter vraiment beaucoup de choses différentes. Mais nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est ces 1% d'aliments qui sont un peu bizarres, inhabituels, donc soit de la terre, soit des écorces qui sont difficiles à obtenir, soit éventuellement des insectes, pour essayer de comprendre pourquoi ils les consomment. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est très goûtus, dont ils sont particulièrement friands. Donc ici, c'est le cas. C'est difficile à obtenir. Ce sont des larves et du miella qui sont au fond
d'une branche et que cette chimpanzé donc, va essayer de consommer grâce à un outil, une brindille en fait, qu'elle a effeuillée et où elle va aller puiser dans le fond de la galerie pour récupérer les larves. Donc, dans ce cas-là, on comprend, hein, c'est quelque chose dont il raffole, c'est sucré, c'est du miel. Mais dans beaucoup d'autres cas, en fait, ils vont passer du temps et beaucoup d'énergie pour arracher un morceau d'écorce sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ils les consomment. Donc, notre travail consiste effectivement donc, à recenser ces consommations de tiges, de feuilles qu'ils vont consommer par grandes poignées. Ah, donc là, on n'a pas de son. Et donc parfois on a eu la chance de partager vraiment les arbres où vivent les chimpanzés. Et là, en fait, ce cri, c'est ce qu'on appelle un ululement haletant. C'est le cri de bienvenue, d'excitation des chimpanzés quand ils se trouvent dans un arbre où l'aliment est vraiment favori, vraiment. Ils sont heureux et ils accueillent les autres. Donc, même si on a au départ juste un petit groupe, bien souvent, ces cris-là attirent d'autres petits sous-groupes. Et donc, on va se retrouver généralement avec un nombre d'individus plus grand quand l'arbre possède des fruits mûrs. Et donc là, quand on est en hauteur, dans l'arbre avec les chimpanzés, on a la possibilité donc, de voir les interactions entre les mères et les jeunes. Donc ici, on est dans un ficus, donc une des espèces qui porte des figues. Il y a 11 espèces de ficus, hein, donc des figues très différentes consommées par les chimpanzés, bien différentes de nos figues domestiques. Mais vous voyez que, comme nous, en fait, les chimpanzés vont avoir tendance à préférer la partie intérieure, parfois en rejeter la partie extérieure. Et donc, elle va sélectionner les figues les plus mûres, avec un rythme parfois impressionnant. Donc, notre travail consiste aussi à dénombrer le nombre de figues qui sont consommées et à essayer de voir si les jeunes consomment exactement la même chose que les adultes. Et donc là, vous voyez que cette petite se trompe un peu, elle va essayer de goûter des fruits qui ne sont pas mûrs. Et là, vous voyez la mère, un comportement tout à fait particulier, la mère qui tapote le flanc de sa petite pour l'encourager à continuer et à goûter, à essayer de mieux sélectionner les fruits. Donc là, elle a d'abord essayé de prendre la chique énorme que sa mère est en train de faire, c'était beaucoup plus facile. La mère a refusé et donc, cette fois-ci, elle se tourne vers un fruit qui est un peu plus mûr. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, d'essayer de comprendre comment les jeunes chimpanzés découvrent l'alimentation, puisque ces fruits immatures sont aussi chargés en métabolites secondaires, en tanins. Vous connaissez les prunelles, qui sont âpres, astringentes. Ces fruits pas mûrs, ils ont le même goût, quelque chose de très désagréable. Donc, comprendre comment les chimpanzés sélectionnent leurs aliments et éventuellement leurs médicaments, c'est aussi essayer de mieux comprendre comment ils perçoivent leur environnement chimique. Et vous voyez là quelque chose de tout à fait incroyable, c'est cette capacité à faire de grosses chiques qui est très intéressant pour nous, puisque nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui est au final réellement ingéré. Or, s'ils font une grosse chique comme ça et qu'à la fin, ils recrachent toutes les graines, il ne s'agit pas pour nous d'analyser les graines, il s'agit pour nous d'analyser ce qu'ils ont réellement ingéré. Donc les observations, ce sont vraiment des observations fines. Il ne s'agit pas juste de dire le groupe de chimpanzés mange des figues, il s'agit de voir ce que consomme chaque individu précisément et quelle partie de plante est consommée. Alors, malgré tout, si c'est un travail très laborieux, vous pouvez vous rendre compte que c'est aussi quelque chose de magnifique, parce que pouvoir partager avec des chimpanzés un moment de vie au sein d'un grand arbre comme ça dans la forêt tropicale, c'est aussi magique.
Alors, il y a d'autres comportements qui nous intéressent et qui nous étonnent. C'est par exemple celui qu'on observe là, une femelle chimpanzé qui mange du bois mort, dont l'arbre n'est jamais consommé sinon par pratiquement aucune espèce animale dans la forêt. Il y a juste quelques insectes qui mangent les feuilles de des chenilles en fait, qui mangent les feuilles de cet arbre, mais il est très toxique et les populations locales le considèrent aussi comme très dangereux. Et ici, les chimpanzés n'en mangent que le bois mort, une fois pourri, vermoulu comme ça. Donc ça, je n'ai pas encore la réponse à vous donner, mais ça fait partie des mystères et des choses qui nous intriguent. Pourquoi consommer ce bois? Alors on suppose que c'est peut-être parce qu'il y a des champignons en fait, qui se développent dedans. Il y a une odeur tout à fait particulière, mais ça fait partie des choses qui nous étonnent. D'autres comportements qui nous intriguent, c'est le fait que, je vous l'ai dit, les chimpanzés chassent, donc consomment de la viande, mais quand ils consomment de la viande, ils ne mangent jamais cette viande seule. Ils font une sorte de pré-cuisine, quelque chose qui s'apparente à nos recettes à nous, puisque avec cette viande, ils y ajoutent toujours des feuilles. Et les feuilles qu'ils y ajoutent ne sont jamais des feuilles qui sont consommées régulièrement. Ce sont des feuilles particulières qui ont un goût aussi particulier, puisque donc on essaye de goûter aussi ce que mangent les chimpanzés, qui sont soit très piquantes, soit très amères. Donc ça vous dit rien, mais je les ai répertoriés là, et c'est vraiment quelque chose qu'on fait systématiquement. Et donc, ce qu'on suppose, c'est que peut-être ces feuilles pourraient avoir comme un rôle de condiment. Donc il y a plusieurs hypothèses. Un rôle de condiment, faciliter la mastication, mais en défaveur de cette hypothèse-là, on a le fait qu'ils mangent aussi ces feuilles-là avec les chenilles. Or, la matière animale de chenille est quand même pas très difficile à mastiquer, donc ça ne nous semble pas une hypothèse parmi les plus plausibles. Ou bien donc éventuellement les propriétés antibiotiques et médicinales en fait de ces feuilles-là pourraient limiter les risques d'infection, puisque ce que mangent les chimpanzés, ce n'est pas uniquement la viande, ce sont aussi les intestins. Donc je vous le disais, leur proie favorite que vous voyez ici, ce sont les colobes. Alors attention, ce n'est pas du cannibalisme. Les petits singes ne sont pas de la même espèce que les chimpanzés. Donc il y a en forêt, les populations locales qui vivent en forêt humaine mangent aussi des petits singes. Ce n'est pas du cannibalisme, c'est une espèce différente. Donc ça peut paraître cruel, mais malgré tout, c'est une source de protéines tout à fait valorisée pour les chimpanzés qui n'ont pas beaucoup d'autres moyens d'avoir des protéines. Ces chasses sont assez étonnantes, elles sont réalisées en coopération. Généralement, on a des stratégies qui sont mises en place avec des individus qui sont meilleurs pour rabattre, d'autres qui sont meilleurs pour attraper la proie. Et au final, quand la proie est attrapée, vous le voyez ici, ça aboutit à un partage de la viande. Ce n'est pas uniquement celui qui attrape la proie qui la consomme, mais il accorde aux autres, même à ceux qui n'ont pas forcément participé, une partie de la viande. Donc ça, c'est des comportements qui sont aussi tout à fait étonnants. Ces chasses en coopération, ce partage de la viande et aussi cette association d'aliments. Donc il s'agit bien aussi de regarder la façon dont sont associées les plantes. Et vous voyez encore une fois ce comportement de chic qui est tout à fait particulier chez les chimpanzés. Alors, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de savoir si les chimpanzés, quand ils sont malades, consomment des choses différentes des chimpanzés qui sont sains. Et donc, habiter les forêts, c'est en fait à la fois côtoyer des agents pathogènes, donc des risques de maladies importants, mais aussi avoir à portée de main une pharmacie qui est riche, mais aussi parfois complexe. Alors nous, on travaille plus particulièrement sur deux parasites, deux agents de maladie. Un qui est un ver digestif qui va se mettre dans la muqueuse digestive, dans l'intestin des humains et qui peut être mortel pour certains humains. C'est le cas au Togo et au Ghana où il y a vraiment une épidémie en fait, associée à ce parasite. Et chez les chimpanzés, en fait,
ce parasite se met aussi dans la muqueuse de l'intestin et forme des masses, des nodules. Par contre, ce ne sont pas, jusqu'à présent, ce n'étaient pas exactement les mêmes espèces qui affectaient, qu'on avait décrites donc chez les humains et chez les chimpanzés. Chez les chimpanzés qui sont en captivité, qui vivent en sanctuaire, ces endroits où on récupère les jeunes individus qui sont orphelins et où on prend soin d'eux, donc qui ne sont pas directement en forêt tropicale, ça entraîne aussi une mortalité importante. Ces parasites entraînent la mort. Par contre, chez les chimpanzés sauvages, on n'a pas relevé de cas de mortalité qui soit dû à ce parasite. Donc nous, nos travaux ont consisté à vérifier chez les chimpanzés qu'on suit, donc dans le parc de Kibale, s'ils étaient affectés par ces parasites. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé non seulement le parasite qui affecte en principe exclusivement le chimpanzé, mais on a aussi trouvé le parasite qui infecte l'homme. Donc ça, c'est une petite digression, mais c'est pour vous dire que on travaille aussi sur les risques potentiels de transmission entre l'homme et les grands singes, aussi bien pour prévenir les risques évidemment pour les populations locales que pour savoir si nous, on peut être agent de maladie et donc éviter de rendre malades les chimpanzés. Donc ça, c'est un sujet actuel de recherche qui vise à comprendre comment ces parasites circulent entre les chimpanzés et les humains. Mais quelque chose de très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, et ça c'est suite à des premières observations qui avaient été faites il y a une trentaine d'années, qu'effectivement les chimpanzés avaient les œufs de ces parasites, mais que ces œufs n'étaient pas en présence constante tout au cours de l'année. En fait, à certaines périodes de l'année, elles sont plus faibles. Et en fait, c'est une relation négative qu'on observe entre la présence de ces parasites et la consommation de feuilles qui sont tout à fait particulières. Ce sont des feuilles qui sont hérissées de petits poils. Et donc ça, je vais vous le montrer en film. Donc voilà un peu notre petit labo de terrain. Et ici, une crotte que j'ai récupérée vers midi. C'est assez important, je vais vous expliquer après pourquoi. Et ce type de crotte est tout à fait étonnant parce qu'il y a très peu de matière fécale. Quand on regarde la crotte, en fait, il n'y a pratiquement que des feuilles dedans. Et ces feuilles qui sont dedans sont entières, pliées, vous le voyez, dans le sens de la longueur, sur elles-mêmes, et ensuite roulées. Et on peut trouver jusqu'à 20 ou 30 feuilles dans une même crotte. Alors, en fait, ces feuilles sont consommées le matin à jeun. À peine le chimpanzé sorti de son nid, je vous ai dit, les chimpanzés se réveillent vers 6h30, mais ils dorment dans des nids différents à chaque fois. Ils descendent de leur nid et ils se dirigent au sol vers des petites zones où on trouve cette plante qui a des feuilles hérissées de petits poils et que les chimpanzés consomment tout doucement, lentement, qu'ils vont plier en deux dans leur bouche avant de les rouler et de les avaler tout rond, en fait, sans les mastiquer. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve entières seulement 6 heures après cette ingurgitation. Le transit digestif d'un chimpanzé, c'est 24 à 48 heures. Et qu'est-ce qu'on voit à la surface de cette feuille ? Un ver. Donc en fait, ces feuilles agissent comme un velcro et ils vont attraper le parasite qui est prêt à s'enquister dans le tube digestif. En fait, ça va faire comme une espèce de boule, une éponge qui va passer tout le long du tube digestif. Ça va accélérer en plus le transit digestif parce que ça va irriter la paroi de l'intestin. Il va y avoir des contractions et la crotte va sortir beaucoup plus vite avec à sa surface en fait des parasites digestifs. Ici, un autre cas qui a permis de comprendre que les chimpanzés étaient peut-être capables de s'automédiquer, c'est Johnny, qu'on a vu tout à l'heure, qui là souffre d'une blessure au pied. Vous avez vu, il a une grosse entaille. Et il va prendre des feuilles et les appliquer sur sa plaie. Donc ça, c'est un autre cas, un usage externe de plantes pour soigner en fait une blessure externe. Donc on a vu 2 cas. L'ingurgitation de feuilles à cause de ses propriétés mécaniques, ce n'est pas les propriétés chimiques, c'est les propriétés mécaniques, c'est parce qu'elle est rugueuse que cette feuille est consommée.
et un usage externe, encore une fois, peut-être pour ses propriétés mécaniques, pour nettoyer, plutôt que pour ses propriétés chimiques. Nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est quelque chose d'un peu différent. Ce sont les molécules à l'intérieur de ces plantes capables de soigner. Donc celles qui sont consommées, qui sont mâchées, comme on le voit là par ce jeune chimpanzé quand il mange des écorces, que du coup on va récolter, voilà, avec nos assistants de recherche, les équipes qui travaillent avec nous, qu'on va broyer avant d'aboutir à la molécule. Donc ça, c'est un travail qu'on effectue en partenariat avec nos confrères et consoeurs ougandaises de l'université de Makerere et avec des collègues chimistes de l'Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette. Donc c'est un protocole un peu long, je vais vous passer tous les détails, mais c'est surtout pour vous dire que toutes les plantes restent en Ouganda. Nous, ce qu'on récupère en France, c'est une toute petite partie de l'extrait qu'on va placer dans des plaques avec plein de petits puits en très petite quantité. Et ce sont ces plaques qui vont servir à trouver les propriétés médicinales des plantes. On va faire un travail ensuite d'élucidation structurale, donc connaître la façon dont la molécule chimique est agencée et essayer de faire le lien avec l'activité biologique. Tout ça, c'est évidemment pour mieux connaître l'environnement chimique des chimpanzés et éventuellement créer des médicaments plus tard. Donc il s'agit bien de passer de l'observation du comportement du chimpanzé, qui par exemple mange ici des baies qui sont connues par les populations locales pour être toxiques et abortives. Il va falloir les récolter en grosse quantité parce que pour extraire des molécules, il faut souvent des kilos de plantes, donc sans bien sûr pâtir au régime alimentaire des chimpanzés, donc être sûr que ça ne nuit pas à son alimentation. Et ensuite, donc, les identifier, bien sûr. Donc, parfois, ce sont des écorces qui sont toutes différentes, que nos collègues botanistes savent identifier, à la fois en Ouganda, mais ici aussi au Muséum d'histoire naturelle. Et puis, tester leurs activités biologiques. Donc, rapidement, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certaines des écorces, qui sont difficiles à arracher des plantes, avaient en particulier la propriété d'être particulièrement actives sur le paludisme. Donc, l'agent du paludisme, c'est un parasite aussi. C'est l'autre parasite sur lequel on travaille. Mais cette fois-ci, c'est un parasite qui se trouve dans le sang, soit des humains, soit des animaux. Et donc, ce parasite, qui est transmis par un moustique, va entraîner des symptômes que vous connaissez, que sont chez l'humain, la fièvre, les maux de tête, et entraîner la mortalité de beaucoup de personnes. Un nombre très important d'Africains en particulier sont très touchés par cette maladie et c'est la raison pour laquelle ce parasite nous intéresse tout particulièrement. Donc, pourquoi manger des écorces ? Pourquoi cette jeune chimpanzé attrape comme ça à bras-le-corps un gros arbre et va passer 15 minutes à essayer d'arracher de l'écorce alors que ses congénères, sa mère, ses frères, ses sœurs sont assis à côté et eux ne mangent pas ces écorces. Donc c'est la question qu'on a essayé d'élucider. Et donc, mon travail consiste aussi à voir si c'est déjà quelque chose qui est connu, de voir si en médecine traditionnelle, les populations humaines qui vivent à côté utilisent aussi ces plantes. Cette écorce en particulier, donc d'Albizia, c'est comme un acacia un peu, est utilisée par les praticiens locaux, par les médecins traditionnels locaux, pour se débarrasser des parasites, donc en tant que vermifuge, et pour traiter les maux d'estomac. De façon étonnante, cette jeune chimpanzé, je la suivais parce que aussi, elle présentait une alternance de diarrhée, de constipation, et elle avait beaucoup de parasites. Donc, j'ai observé cette consommation, et 2 jours après cette consommation d'écorce, plus de parasites dans ses selles, et des selles redevenues normales. Plus de diarrhée, plus de constipation. Donc pendant 1 an, j'ai travaillé sur ces écorces, parce que la chimie, c'est laborieux, plus encore que de suivre les chimpanzés. Et au final, j'ai abouti
à l'isolement de molécules qu'on appelle des saponosides, qui étaient complètement nouvelles et qui, en plus d'être actifs effectivement sur les parasites digestifs, présentaient aussi la propriété de pouvoir tuer des cellules cancéreuses en culture. Donc au final, notre petite chimpanzé nous a permis d'aboutir à l'élucidation structurale, à connaître la structure de molécules complètement nouvelles qui ont la capacité de tuer les cellules tumorales. Donc un chemin assez long, mais tout à fait intéressant. Par contre, s'il est intéressant sur le point de vue fondamental, il est difficilement applicable pour la médecine humaine parce que vous voyez que la structure de cette molécule est très complexe et le travail des chimistes, c'est de pouvoir synthétiser ces molécules. Ce n'est pas juste de les extraire des plantes. On n'imagine pas aller couper tous les albizia grandibracteata de la forêt de Kibale pour pouvoir avoir ces molécules. Ce qu'on veut, c'est les resynthétiser. Et donc là, cette molécule est trop complexe pour qu'on puisse éventuellement en faire un médicament comme on l'entend en Occident avec des comprimés dans le futur. Donc le travail a donné lieu à différents travaux de recherche par des étudiants du muséum, par des étudiants ougandais, africains. Et donc on a travaillé sur plusieurs espèces de plantes. Et on s'est rendu compte que oui, effectivement, les chimpanzés et les humains consommaient des plantes qui avaient des propriétés médicinales, parfois pour les mêmes objectifs. Il y a une plante qui m'a particulièrement intéressée, c'est Trichilia rubescens, et ce sont particulièrement les feuilles de cette plante. Pourquoi ? Parce que j'avais vu Makoku, ce mâle-là, s'isoler du groupe alors qu'il boitait, qu'il était fatigué, abattu et qu'il était vraiment poussif pour aller consommer ses feuilles. Et donc, de la même façon, j'ai récolté ces feuilles, j'ai fait l'extraction et j'ai abouti à l'isolement de molécules nouvelles, cette fois-ci des limonoïdes, donc un autre type de molécules qui, elles aussi, sont très amères et qui présentent la particularité d'être actives sur le parasite qui crée le paludisme. Et qui plus est, à une concentration très faible, donc avec une activité aussi forte que la molécule de référence, qui est la chloroquine. Ces feuilles sont capables de tuer les parasites responsables du paludisme. Quelque chose qui nous a vraiment étonnés, qui nous a intéressés, mais sans pourtant savoir jusqu'à présent si les chimpanzés souffraient véritablement du paludisme et si ce brave Makoku, quand il avait consommé les feuilles, avait vraiment le paludisme. Malgré tout, on a continué donc nos travaux et on s'est aussi rendu compte que les chimpanzés, quand ils mangeaient les feuilles de Trichilia, souvent mangeaient de la terre avec. Donc ça nous a aussi étonnés. Hein. De la même façon qu'ils sont capables d'associer des feuilles avec de la viande, est-ce que là, ils seraient capables d'associer des feuilles avec de la terre ? Cette terre n'est pas n'importe quelle terre, c'est de la terre qui récupère entre les racines des arbres, donc pas de la terre de surface, mais de la terre sélectionnée en profondeur, une terre rouge, une terre qui a les mêmes caractéristiques en fait que celles que les populations locales humaines utilisent. Ils les utilisent pour traiter les dysenteries, donc les diarrhées avec du sang, et eux aussi vont chercher de la terre en profondeur. Quand on a fait l'analyse chimique et physique pour comparer la terre consommée par les chimpanzés et la terre consommée par les humains, on s'est rendu compte qu'elles étaient exactement équivalentes et qui plus est, qu'elles avaient pratiquement la même composition que le kaopectate, qui est un pansement digestif qui ressemble au smecta que vous devez connaître, hein, donc qui a des propriétés en fait pour tapisser la muqueuse digestive et éviter les maux digestifs. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà connu. Il y a beaucoup d'espèces animales qui mangent de la terre et on suppose que c'est pour faire une sorte de pansement digestif, limiter les maux digestifs. Mais pourquoi les consommer avec les feuilles de Trichilia ? Donc ce qu'on a fait, on a testé les feuilles de Trichilia toutes seules en les extrayant de la même façon que la digestion a lieu, donc pas avec des solvants chimiques, mais en mettant de l'eau acide avec des enzymes. On a mis la terre de la même façon dans cette solution. On a testé les propriétés sur le palu
des feuilles de trichilia et de la terre. Donc on a eu des activités relativement intéressantes pour le trichilia, aucune activité pour la terre. Et ensuite, on a mélangé les deux. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que le mélange des deux était plus actif que le trichilia tout seul. Donc peut-être que les chimpanzés mangent de la terre pour se protéger des maux digestifs, mais en tout cas, quand ils la mangent avec le trichilia, ça favorise l'activité des feuilles de trichilia et ça augmente l'activité antipaludique. Donc quelque chose de tout à fait intéressant. Alors vous me direz, peut-être que finalement, les chimpanzés, ils mangent ça soit par erreur, ce sont des jeunes parfois qui consomment ça, donc peut-être qu'ils se trompent, qu'ils mangent ça à la place de consommer un autre aliment. Peut-être que c'est le hasard, ils goûtent un truc comme ça, et puis la prochaine fois, ils ne vont pas le reconsommer. Peut-être qu'ils mangent ça quand il n'y a rien d'autre à manger et que c'est en contexte de famine. Peut-être que certains ont des problèmes psychologiques. On voit par exemple des comportements qu'on appelle du pica. On voit des jeunes enfants qui mangent leur sel, ou on voit des jeunes enfants qui mangent parfois justement de la terre. Et c'est des comportements parfois déviants ou parfois juste un problème de déficit dans un micronutriment, une vitamine, un minéral, etc. Peut-être que c'est juste comme moyen de se remplir l'estomac. Ça, c'est particulièrement le cas pour la terre. Souvent, des gens disent qu'ils mangent de la terre. C'est des choses qui arrivent c'est décrit et dans nos sociétés occidentales et dans les sociétés africaines, par exemple, de manger de la terre pour apaiser la sensation de faim. Et notre dernière hypothèse, c'est celle du maintien de l'état de santé. Alors pour les premières, je vous répondrai que notre travail, c'est justement d'éliminer tous les cas où c'est juste anecdotique, où il n'y a qu'une seule consommation, tous les cas où c'est fait que par un jeune chimpanzé une seule fois, et donc de nous concentrer sur les cas qui reviennent les plus souvent, et en particulier donc de faire la part des choses entre animal sain et animal malade. Alors revenons sur le paludisme. Je vous ai dit qu'on ne savait pas si les chimpanzés souffraient du paludisme, en particulier donc ceux qu'on suit. Parce qu'on sait que les chimpanzés ont le palud, un agent du paludisme qui est très proche de celui du plasmodium humain, donc Plasmodium falciparum, affecte tout particulièrement les chimpanzés de l'Est, c'est Plasmodium reichenovi. Malgré tout, chez les chimpanzés et les gorilles, donc nos grands singes africains, souvent ils ont très peu de symptômes du paludisme. Donc c'est très difficile de faire le diagnostic du paludisme. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, on a prélevé en fait des échantillons de sang dans les sanctuaires parce que, je vous l'ai dit, on n'a pas de contact du tout avec les chimpanzés qu'on suit. Ce sont des chimpanzés sauvages, on ne veut pas les endormir, on ne veut pas prélever du sang. Donc la façon de diagnostiquer le paludisme est très compliquée. Donc on a été récupérer du sang dans les sanctuaires, ces endroits où on recueille les jeunes chimpanzés, gorilles et bonobos orphelins. Et puis on a quand même récupéré 3 échantillons de sang à Kanyawara, un d'une femelle qui s'était battue, un autre d'une femelle qui avait été piégée et qu'on a dû endormir pour enlever le piège, et un autre d'une femelle qui est morte. Et on a testé tous ces échantillons. Et là, très intéressant, à la fois chez les chimpanzés en Ouganda, on a trouvé 2 nouvelles espèces de plasmodium. Dans un même groupe de chimpanzés, donc en particulier en Ouganda, on a trouvé 6 espèces de plasmodium, donc de parasites responsables du paludisme chez les chimpanzés. Donc un même chimpanzé pouvant héberger jusqu'à 3 ou 4 plasmodiums différents. Et on a aussi trouvé Plasmodium falciparum, donc le parasite responsable du paludisme chez l'homme, chez les bonobos. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que les chimpanzés sont, on le sait, très proches de nous. Ils partagent beaucoup avec nous de nos gènes, mais ils sont aussi capables, ils hébergent aussi des maladies très proches et éventuellement, ils sont capables de les limiter. Donc ça peut être pour nous quelque chose de très intéressant de savoir pourquoi ils ont peu de symptômes. Est-ce que c'est uniquement
immunitaires? Est-ce qu'ils sont capables effectivement de sélectionner des plantes qui limitent leur infection? Et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut en tirer des informations pour le futur, pour nous, un jour, soigner le paludisme chez l'homme. Alors, est-ce qu'il s'agit effectivement de se soigner ou est-ce que finalement, il ne s'agit pas juste de prévenir les risques? En fait, quand on utilise des médicaments, on peut les utiliser pour se traiter, mais aussi pour prévenir en prophylaxie en fait les infections. Donc ça, c'est probable que au fur et à mesure de leur alimentation, en fait, les chimpanzés mangent des petites quantités de plantes très diverses qui vont leur fournir des propriétés médicinales et avec cette très grande diversité permettent de maintenir un bon état de santé. Malgré tout, on voit que certains chimpanzés malades consomment certaines plantes. Donc là, on a à la fois des indices qui nous font penser qu'il y a de la prévention, mais malgré tout quand même des fois des traitements. Mais il y a aussi un autre moyen de prévenir les risques, c'est d'éviter l'infection. Donc pour essayer de comprendre ça et pour aussi savoir quel est le moustique qui transmet le parasite aux chimpanzés, on a piégé les moustiques juste à côté des nids des chimpanzés pour essayer d'identifier ces moustiques. Et donc on s'est rendu compte que en fait, les chimpanzés construisaient leur nid dans les sites où il y avait les moins de moustiques. On a pu identifier jusqu'à 11 espèces différentes d'anophèles, donc d'agents potentiels de transmission du paludisme. Et on s'est rendu compte que la hauteur des nids avait aussi une influence. Donc il semble que les chimpanzés soient capables d'éviter les endroits où il y a le plus de moustiques. Alors vous me direz, c'est peut-être pas du tout pour prévenir le paludisme, c'est peut-être juste pour éviter d'être piqué et d'être trop gratté, mais de trop se gratter. Mais en tout cas, malgré tout, ça semble être un moyen efficace pour, en tout cas, limiter la contamination. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais simplement pour vous dire que notre travail aujourd'hui s'oriente surtout vers la compréhension de la façon dont se fait cette sélection, ce choix. Est-ce que c'est purement adaptatif, instinctif, ou bien est-ce qu'il y a un apprentissage? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dès le début sur le goût. Parce qu'il semble effectivement qu'il y ait une sorte d'apprentissage. Les jeunes ne consomment pas du tout la même chose que les adultes. Cette découverte des plantes des plantes avec un goût particulier se fait au fur et à mesure. Et on se rend compte, en analysant les données d'interaction entre les individus, qu'il existe un modèle référent qui est généralement un individu adulte entre 25 et 35 ans, que les autres chimpanzés, les jeunes comme les adultes, observent plus particulièrement. Alors, ces observations proches, on les constate, mais malgré tout, quand on y pense, ça semble quand même vraiment très compliqué. Parce que, vous pouvez le voir là, en fait, la première étape, c'est de dépasser la peur de la nouveauté, ce qu'on appelle la néophobie. Une plante qui a un goût désagréable, il va falloir surmonter sa peur de la nouveauté, du danger pour la consommer. Donc ça, c'est pas donné à toutes les espèces, c'est pas donné à tous les individus au sein d'un groupe. Ensuite, il va falloir reconnaître cette plante, soit par son goût, soit par sa vue, soit par son odeur. Mais il faut savoir, je vous l'ai dit, que le goût peut varier aussi en fonction des saisons et en fonction des sites. Puisque si la plante a beaucoup de prédateurs, elle va faire de plus en plus de métabolites secondaires et elle va avoir un goût de plus en plus désagréable. Et donc, il va falloir ajuster sa consommation à cette quantité de métabolites secondaires. C'est un peu la posologie du médicament. Ensuite, donc ça, c'est dans l'idée d'un apprentissage individuel. Je goûte une plante, elle me fait du bien, je vais la reconsommer une prochaine fois. Mais si on passe à un degré encore plus complexe qui serait un apprentissage social, ça veut dire qu'il faut que le chimpanzé soit capable de reconnaître un individu malade parmi ses congénères, de voir qu'il consomme quelque chose de différent du régime alimentaire, et ensuite,
quand lui-même est malade, reconnaître le même symptôme et associer la même plante. Donc là, malgré tout, on se rend compte que c'est quelque chose de complexe. Il y a des cas où ça peut être beaucoup plus simple. C'est dans le cas d'une épidémie. Tous les individus, un individu a déjà remarqué que la consommation d'une plante apaisait la toux ou limitait la fièvre. D'autres voient qu'ils consomment quelque chose de particulier, goûtent aussi et à leur tour ressentent le bienfait. Et la fois d'après seront capables d'aller chercher cette plante-là parce que le goût est particulier. Ce qu'on suppose, c'est qu'il y a peut-être juste une diminution de la perception du goût ou bien un changement d'appréciation de ce goût. En fait, ça, imaginez, vous n'êtes pas malade, vous détestez quelque chose qui est amer, mais par contre, quand vous êtes malade, vous allez soit être plus tolérant vis-à-vis de cette amertume, soit éventuellement le rechercher. Ça, c'est quelque chose que Jane Goodall a observé chez les chimpanzés au tout début, où elle travaillait avec eux, où elle, au contraire de nous, en fait, pour les habituer, donnait des bananes. Quand elle a vu qu'un des chimpanzés était malade, elle mettait dans les bananes des comprimés d'antibiotiques. Elle s'est rendue compte que tant que les chimpanzés étaient malades, ils allaient manger ces bananes avec les antibiotiques, mais par contre, dès qu'ils n'étaient plus malades, ils refusaient complètement la banane. C'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer avec le changement de goût des femmes enceintes. Les femmes enceintes ne tolèrent pas les mêmes aliments que les femmes qui ne sont pas gestantes. Probablement pour protéger le fœtus, en fait, le goût change. On peut imaginer que quand on est malade, on n'a pas non plus la même perception du goût et qu'au contraire, on va aller chercher quelque chose de différent. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui existe aussi chez les chimpanzés. Donc pour tester ça, c'est très difficile en milieu sauvage. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est explorer ça chez les chimpanzés et les autres grands singes en parc zoologique. Et donc on a donné à des chimpanzés, des gorilles, des orang-outans, des plantes médicinales de la pharmacopée française. Et on a vu qu'en fait, les chimpanzés étaient beaucoup plus curieux vis-à-vis des plantes, mais aussi conservateurs, faisaient preuve de conservatisme, donc éviter de le consommer, mais regarder vraiment beaucoup leurs congénères quand ceux-ci exploraient les plantes. Donc on est dans une première phase, qui est la phase de découverte des premières plantes, cette phase de dépasser la néophobie. Et donc, on essaye de continuer à explorer ces aspects-là. Donc j'espère pouvoir revenir dans quelques années et pouvoir vous en dire plus. Mais en tout cas, les raisons qui nous font penser que c'est peut-être un comportement appris culturel, c'est qu'il existe effectivement des comportements dits culturels chez les chimpanzés, donc qu'on observe dans certains groupes mais pas dans d'autres, comme par exemple ici, vous voyez la poignée de main au-dessus de la tête, ou bien un chimpanzé qui épouille une feuille. Donc ça, c'est pour attirer l'attention et demander aux congénères de le groomer, l'épouiller. Donc c'est pas un chimpanzé devenu un peu fou qui se met à regarder les feuilles. Un autre comportement culturel étonnant, c'est la danse de la pluie. Donc tous ces comportements ne sont pas forcément en lien avec l'alimentation, hein. On a souvent entendu parler des chimpanzés qui pêchent les fourmis ou les termites, qui cassent des noix, mais il faut savoir qu'il y a des comportements qui ne sont pas matériels et qui sont dits culturels. Donc quand les pluies s'abattent sur la forêt, certains grands mâles vont faire une sorte de danse, c'est la danse de la pluie, et ça, c'est pas observé dans tous les groupes de chimpanzés. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Donc juste rapidement pour terminer, habiter les forêts, c'est peut-être pas pour longtemps. Pour combien de temps et pourquoi il est important aujourd'hui de se battre pour essayer de conserver ces forêts tropicales et de conserver ces primates. Parce que les grands singes sont emblématiques, mais aussi représentent la bonne santé de ces forêts. Quand la forêt est en bonne santé, on a beaucoup d'espèces de primates et ils sont ceux qui peuvent régénérer ces forêts, parce qu'ils vont disséminer les graines qu'ils vont manger. Ce n'est pas juste pour leur propre bénéfice, mais c'est pour disperser ces graines et la régénérer. Ce sont des espèces parapluies, parce qu'en les préservant, eux, on peut préserver les autres espèces.
Mais malgré tout, ils subissent de très fortes menaces, que sont la déforestation, l'empiètement des cultures. Ici, juste à l'extérieur du parc, les plantations de thé à Kibale, vous voyez, qui petit à petit grignotent la forêt. Donc à gauche, la forêt, au milieu, la bande de thé, et à droite, les plantations d'eucalyptus, qui ne sont pas des forêts. Ce sont des monocultures. Les arbres ne forment pas forcément des forêts. C'est vraiment cette diversité d'espèces qui crée la forêt. Du coup, des animaux qui sont tentés de sortir de la forêt pour aller piller les cultures. Ici, donc Johnny qui va manger un épi de maïs. Et des humains qui, soit pour se nourrir, soit pour protéger leur culture, posent des pièges. Ici, j'ai passé ma main dans un piège vertical où les animaux se prennent le coup, mais il en existe des horizontaux, comme ici. Donc on a aussi créé des patrouilles. Je vais juste un petit bout de film pour vous montrer les dégâts. He's trying hard so that he can break the snare. Others were nearby and tried. Donc ici, un jeune chimpanzé qui a été pris dans un piège, qui est l'un des principaux fléaux qu'on a à combattre sur le terrain. Le gros problème, c'est que ces pièges, donc, vous voyez, sont reliés à des branches et que quand on approche des chimpanzés, si jamais, par chance, on peut les trouver au moment où ils sont dans des pièges, ils tirent de plus en plus fort. Et même quand on n'est pas là, bien sûr, c'est ce qu'ils font. Et alors que le petit gibier reste pendu par la jambe ou la patte pendant des heures jusqu'à mourir, les chimpanzés, en fait, eux, vont réussir à casser la branche. Et du coup, le câble va rentrer dans la chair et créer ce genre de lésion. Ici, donc après souvent des semaines, voire des mois, voire plus d'un an, le chimpanzé va garder le câble et petit à petit, la main va se nécroser ou le pied. Et donc là, vous voyez Max qui a été piégé aux 2 pieds à 2 moments différents. Et si nous, on arrive bien sûr à trouver le chimpanzé, évidemment c'est un des moments où on intervient et où on enlève le piège, mais malheureusement, je vous le disais, à cause du système fission-fusion, quand les chimpanzés sont blessés comme ça, souvent ils se mettent à l'écart de la communauté et on n'arrive pas à les trouver. C'est vraiment très très difficile et il peut se passer des mois sans qu'on voit un chimpanzé et qu'ensuite ils reviennent et qu'on se rende compte qu'il a été piégé. Quand ils vont dans les cultures, les gens, bien sûr, défendent leur culture, parfois avec des lances. Et donc ça, c'est le mâle dominant de la communauté qui, bien sûr, a perdu son statut social et qui, aujourd'hui, a survécu parce qu'on l'a trouvé et qu'on a pu le recoudre. Mais évidemment, beaucoup sont blessés et meurent à la suite de ces lésions. Donc on pourrait se demander, est-ce que finalement il sera possible aux grands singes de survivre dans ces habitats ? Donc notre travail, je vous passe rapidement, aujourd'hui consiste à travailler sur une nouvelle communauté de chimpanzés qui est tout à l'extrême nord du parc de Kibale. Et en fait, cette communauté est traversée par une route, donc vraiment très étonnant d'avoir dans un parc national une route nationale. Il y a des plantations de thé autour, il y a des usines que vous voyez matérialisées ici. Et en fait, les zones rouges que vous voyez sur la carte représentent les endroits où on a les plus fortes densités de chimpanzés qu'on a observées. Et ici, en rouge, vous voyez la route. Et en fait, ni la route, ni la bordure, ni les usines ne semblent représenter un obstacle à la vie des grands singes. Et dans cette zone fortement anthropisée, où on travaille depuis 3 ans, de façon étonnante, on a une très forte densité de chimpanzés. Certes avec des mutilations importantes, mais malgré tout, ils sont capables de vivre, puisqu'on a 64 chimpanzés pour l'instant identifiés, donc on suppose qu'il y en a entre 80 et 100 sur 20 km², donc une des densités les plus fortes de chimpanzés connues au monde. Donc ça, c'est pour malgré tout vous laisser une note d'espoir et vous dire qu'il ne faut absolument pas abandonner, en tout cas ça c'est notre travail, les petits fragments forestiers où subsistent des populations de chimpanzés, car la cohabitation entre hommes et grands singes, si l'intensité des menaces n'est pas trop forte, est possible.
Et donc pour ce faire, nous, avec mon mari, donc on a créé une association, qui s'appelle Projet pour la conservation des grands singes, et on essaye de mettre en œuvre des actions de conservation. On a traduit un atlas qui s'appelle l'Atlas mondial des grands singes. On a créé des malles pédagogiques avec le soutien de l'UNESCO, le Muséum et la coopération française. Ces malles tournent au Gabon, en Ouganda, au Cameroun, mais aussi en France. On a 2 malles en France qui nous permettent de sensibiliser les enfants au fait que les forêts tropicales, on peut ici aussi les préserver. Donc, je vais passer un peu rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Parce que on est les principaux consommateurs de ces forêts tropicales, nous aussi, quand on mange des produits à base d'huile de palme, quand on utilise du papier, et que on a aussi des moyens d'agir ici pour essayer de préserver ces habitats et les grands singes. Et donc, si jamais vous êtes là dans 15 jours, une de ces malles sera présentée. On fait des animations pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des frères, des sœurs, n'hésitez pas donc à venir à la fête de la science. C'est des jeux, en fait, c'est très interactif pour découvrir les grands singes, leur habitat et mieux comprendre comment ils vivent. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous aurez un peu mieux compris les forêts et les grands singes. Merci beaucoup. Oui, monsieur, pour la question, j'arrive. Merci. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas la sensation, parce que moi je regarde des images, même dans des commentaires à la télé, qu'en fait, on dit des animaux, les singes, en fait, est-ce que c'est pas... Il y a une ressemblance par rapport à nous, je trouve, qui est étonnante. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là? Je pense que si. L'expression, à un moment, il y a... Vous savez, qui s'exprime, on a l'impression qu'il parle plus qu'autre chose. Moi, j'ai eu cette impression. Alors, je pense que vous, qu'est-ce que vous... À votre place, je me dirais, je suis en face de... au niveau comportement, c'est humain. Oui, c'est pas du tout anodin, travailler avec des grands singes. Ouais, moi je trouve extraordinaire, c'est ça. C'est quelque chose, au début, qu'on essaye de réguler, en fait, d'essayer de prendre une distance de façon à pas trop anthropomorphiser. Et puis, malgré tout, effectivement, que ce soit dans les expressions, dans les interactions entre les individus, évidemment, c'est ça qui est perturbant, c'est qu'on voit un peu de notre humanité en eux et on ne peut pas éluder le fait qu'on a un ancêtre commun et qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et la raison pour laquelle on travaille plus particulièrement sur les grands singes en pensant que c'est un bon modèle pour comprendre éventuellement la façon dont la médecine humaine aussi est apparue, c'est parce qu'effectivement, on partage beaucoup de maladies, mais aussi ils ont des comportements culturels et on trouve certaines racines de nos comportements chez les grands singes. Donc, effectivement, c'est pas tout à fait un hasard si je travaille sur les grands singes. Alors la question, c'était, la remarque, c'était de dire que c'était des collaborateurs, bien sûr, puisque si de toute façon ils n'acceptent pas notre présence, s'ils ne sont pas d'accord pour qu'on les observe, en 2 minutes, même pas 20 secondes, ils nous ont semés. Donc c'est bien parce qu'ils acceptent qu'on les observe, et c'est un travail, effectivement, qui consiste à observer des animaux qui ne sont pas tout à fait semblables aux autres. Oui. Oui, il faut qu'il y aille. Oui. Oui, une autre question. Tout d'abord, madame, je vous remercie infiniment de votre présentation claire et en plus, je vous exprime extrêmement bien. Donc, merci. Merci aussi à Universcience, parce que moi, j'assiste toujours à des conférences d'une telle qualité. Vous en êtes le témoignage. J'ai une question, vous l'avez abordée. Vous avez dit, mais notre grande question est de savoir pourquoi est-ce que ces singes vont manger des écorces qui leur fait du bien quand ils sont malades, etc., etc.
Et vous avez dit que l'homme, nous avions peut-être instinctivement, si vous voulez, nous allions vers des consommations qui correspondaient à nos maux. Parce que moi, j'ai pas l'impression que instinctivement, je vais vers quelque chose qui m'apaise. Alors, il y a deux aspects. Tout d'abord, eux ont la chance d'avoir à portée de main une très grande diversité de plantes et du coup de métabolites secondaires. Nous, aujourd'hui, on est assez contraints par notre système commercial, hein, et donc on n'a pas cette diversité à disposition. Malgré tout, les expériences qui ont été conduites sur d'autres animaux, des souris, etc., montrent que des animaux carencés sont capables, si on leur fournit de quoi pallier ces carences, de sélectionner le bon régime alimentaire et en bonne quantité pour revenir à une sorte d'équilibre. Donc en fait, c'est une sorte d'équilibre, quelque chose qui limite des sensations désagréables. Oui. C'était pas la question. Si, c'est tout à fait, mais elle est un petit peu plus légèrement différente, parce que quand il s'agit de carence, il s'agit d'une nutrition. Mm-hmm. Moi, je parle pas... Oui, pardon. Je ne parle pas de nutrition, je parle justement, par exemple, de ces vers dans l'estomac, de ces, vous voyez, de ces maladies, quoi, vous voyez, des virus, je ne sais pas comment ils sont dit. Et là, vous avez l'air de dire que spontanément, on va vers telle ou telle chose. Il ne s'agit pas de carence, il s'agit de maladie. Oui. Donc, effectivement, c'est pas un réel continuum. On passe pas d'une carence à une maladie, etc., d'un état sain à un état malade par une sorte de continuum. Mais malgré tout, et en tout cas, ça c'est tout à fait facile à imaginer avec les parasites digestifs, la manip qui a été faite, qui consistait à donner à des chimpanzés en captivité les plantes rugueuses, ont montré qu'il y avait quand même une propension à goûter et à rouler ces feuilles rugueuses par les chimpanzés. Donc il y a probablement une partie de découverte et d'échantillonnage qui semble être instinctive, entre guillemets. Voilà. Mais ensuite, et c'est ce que je suis passée rapidement dessus parce que pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices des résultats. Mais effectivement, il semble qu'il y ait une part d'apprentissage individuel et social qui soit très, très forte aussi. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure, mais en tout cas, il semble effectivement que ce ne soit pas uniquement qu'une réponse adaptative et instinctive à des problèmes. Je vous pose une question, Paul Larnaud. Lorsque vous avez, qui est venu tout simplement d'une échappée que vous avez faite dans votre exposé, en disant, j'ai cru comprendre, peut-être que je me trompe, mais vous avez dit, physiquement, ils sont beaucoup plus forts que nous. Mm-hmm. Et ça m'a interpellé intérieurement. Je me suis dit, mais est-ce que ça leur arrive, ces chimpanzés que vous avez classifiés entre les gorilles, les orang-outans et les chimpanzés, est-ce que ça leur arrive à une catégorie ou à tous, ces grands singes, de tuer de façon carnassière? Pour quelles raisons? C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on porte atteinte à leur milieu naturel, à leur forêt, à leurs plantes, à leur alimentation, ou alors si on s'attaque à l'intégrité de leur vie même ou à celle de leurs proches, est-ce que ça leur arrive de se défendre et de porter l'attaque à autrui, à l'homme par exemple? Alors effectivement, ils sont beaucoup plus forts que nous, à partir de 3-4 ans, alors qu'ils sont adultes après 15 ans. Ils ont largement dépassé notre force physique. Et donc simplement, quand on travaille avec des chimpanzés orphelins, par exemple, et qu'on doit soigner un jeune chimpanzé de 3-4 ans, si on essaye de le contenir, c'est complètement impossible. Moi, je me suis pris des baffes assez souvent. Et donc, oui, ils sont capables de se défendre, de faire du mal aussi bien à leurs congénères qu'à des humains. Et par contre, ça n'est jamais arrivé dans le cadre de notre travail parce que d'une part, on ne leur a jamais donné la possibilité de tester leur force physique
vis-à-vis de nous. On n'a pas de contact avec eux, on ne les touche pas. Quand les jeunes ont envie de jouer avec nous et sont curieux, on se détourne et on les évite, on les repousse si jamais ils s'approchent de nous. Du coup, quand ils grandissent, ils n'ont plus tendance à faire de manifestations de force. Par contre, dans tous les cas où l'habituation est passée par de l'alimentation, où ils savent que ce sont les humains qui les approvisionnent, où il y a eu des contacts et où ils se sont rendus compte que par la force, ils pouvaient obtenir de l'alimentation, par exemple, là, ça peut mal se passer. Jane Goodall elle-même, pour ceux qui la connaissent, cette femme pionnière qui a travaillé à Gombe en Tanzanie sur les chimpanzés, qui à 60 ans a mis à jour tous ces comportements incroyables d'utilisation d'outils, etc., a dû faire très attention, mettre ses enfants dans des sortes d'enclos, de cages, parce que les chimpanzés venaient à la station et s'attaquaient bien sûr aux humains. Donc il y a évidemment des précautions à prendre quand on travaille avec des animaux sauvages. Ils peuvent tuer. Par exemple, il y a eu des cas en Ouganda, c'est arrivé, où des mâles chimpanzés se retrouvaient isolés dans des fragments et où ils sortaient de la forêt pour essayer de piller quelque chose et où il y avait des conflits avec des humains et il est arrivé qu'ils attaquent des jeunes enfants. Mais ce sont des cas extrêmes. Généralement, les populations locales arrivent à faire fuir très facilement les chimpanzés. Et c'est vraiment rare qu'il y ait des conflits aussi violents entre les humains et les grands singes. Par contre, il y a quelques communautés de chimpanzés où il y a eu des conflits très violents entre communautés voisines. C'est le cas, par exemple, à Kibale, où il y a une très grosse communauté, la plus grande qu'on connaît au monde, qui contient 160 chimpanzés, qui en fait a gagné petit à petit du terrain pour petit à petit éliminer les mâles de la communauté voisine. Donc les conflits qui ont lieu sont généralement entre mâles et mâles de communautés différentes, jamais en général au sein de la même communauté. Il peut y avoir des bagarres avec des blessures relativement graves et profondes, mais généralement ils s'arrêtent à temps. Et en général, c'est cet épouillage et ces relations de soumission que développent les chimpanzés qui apaisent ces tensions. Il y a tout un jeu de communication, de son, de posture qui montre la soumission vis-à-vis du mâle dominant et qui généralement font qu'ils arrêtent avant que le conflit ne dégénère. Ils utilisent des outils aussi, des projectiles, ils tirent des grosses branches, ils se mettent debout, ils se hérissent pour se rendre beaucoup plus impressionnants. Et c'est souvent plus l'intimidation que la vraie force physique contre le congénère qui font que le conflit se limite. Voilà. Donc il y a tout un jeu très étonnant de pouvoir. Bonjour. Dans les régions où les chimpanzés coexistent avec les gorilles, comment ça se passe entre eux? Alors en général, d'une part, ils ont un régime alimentaire qui est relativement similaire. Donc les gorilles de plaine mangent aussi des fruits. Ils mangent des tiges, des feuilles, etc. Ils sont un petit peu plus tournés vers les parties non reproductrices, donc tiges et feuilles, que les chimpanzés. Et donc, du coup, généralement, les chimpanzés ont la primauté sur les arbres en fruits, parce que les chimpanzés ne peuvent pas changer de régime alimentaire. En faible saison de disponibilité en fruits, les gorilles, eux, vont être capables de basculer leur régime alimentaire vers presque uniquement des feuilles et des tiges. Les chimpanzés ne sont pas capables de ça. Donc généralement, même si les gorilles pèsent jusqu'à 200 kg alors qu'un chimpanzé n'en pèse que 40 à 60, ça va être le groupe de chimpanzés qui va rester dans l'arbre et les gorilles qui vont aller chercher d'autres aliments. Mais de façon générale, ils ont plutôt tendance à s'éviter et on n'observe pas de rencontres conflictuelles entre les deux espèces. Merci. Bonjour. Merci. Je suis pas sûre de pouvoir formuler vraiment ma question
intelligemment. Mais le monsieur a fait une intervention en disant que les grands singes se rapprochaient un peu de l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, avec la classification qu'on fait des espèces, on a largement dépassé la question évolutionniste et avec l'humain au bout de la chaîne. Donc on est dans une classification phylogénétique. Et je voulais savoir si vous ne pensiez pas que c'est important, comme je vois que vous mettez un soin particulier à parler de la... du risque qui concerne ces espèces. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est important de resituer l'humain en tant qu'animal plutôt que de toujours essayer de rapprocher ces grands singes quelque part de notre espèce, puisque finalement l'enjeu, quand vous dites que vous goûtez les feuilles vous-même, quelque part vous cherchez à suivre un comportement qui vous est propre et qui concerne toutes les espèces dans leur totalité, en tout cas ce qui concerne les animaux. Je crois qu'effectivement, depuis les premiers travaux sur les grands singes, il y a beaucoup de nos certitudes sur le propre de l'homme, avec son hégémonie et sa particularité, qui sont tombées petit à petit. Et donc, cette barrière qu'on érigeait entre l'homme et l'animal, ou entre la nature et la culture, petit à petit, elle s'amoindrit, elle devient plus perméable. On arrive aujourd'hui à accepter le fait que des animaux puissent avoir des comportements culturels, des traditions, que donc ce ne soit plus le propre de l'homme. Et beaucoup de gens qui travaillent sur les grands singes, même en captivité, s'interrogent sur des choses qu'on attribuait jusqu'alors uniquement à l'homme, comme par exemple l'empathie. Et quand on travaille en particulier donc, sur cette question de l'automédication, ça rejoint ça, puisque si le chimpanzé est capable de diagnostiquer chez son congénère une maladie, ça veut dire qu'il est capable d'empathie. Donc effectivement, au début, je vous ai dit, il y a 6 espèces de grands singes, et il y en a une 7e qui est l'homme. Donc effectivement, on fait partie de cette grande famille de primates. Effectivement, on est des primates un peu particuliers, mais probablement que on a aussi à apprendre des grands singes, mais aussi d'autres espèces animales, et que ce serait dommage de perdre ce lien avec la nature, que ce soit en Occident ou en Afrique, parce que malgré tout, les praticiens nous disent qu'ils ont aussi leur savoir de l'observation des animaux, qu'ils savent que les chimpanzés consomment telle plante pour telle raison, ou au contraire évitent telle plante parce qu'elle est toxique. Et oui, effectivement, je pense qu'on a beaucoup à gagner à se rapprocher de l'animal et à mieux le comprendre, et beaucoup à perdre à essayer de les confiner dans des espaces qui seraient uniquement dévolus à la conservation des animaux, que sont les parcs naturels ou nationaux, sans laisser l'homme y avoir des activités. Évidemment, elles sont à réguler, mais je pense que c'est indispensable de préserver ce lien. Une toute dernière question alors, monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Peut-on imaginer finalement que les singes nous observent et apprennent des choses de notre médication ou d'autres pratiques? Alors la question s'est posée en fait au début aussi avec l'utilisation des outils, et en particulier donc le cassage de noix, puisque on savait qu'en Afrique de l'Ouest, là où on voit les chimpanzés casser les noix pour manger l'intérieur, dans les villages, les femmes le font aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où, a priori, l'homme n'avait pas eu de village, où les communautés de chimpanzés étaient vraiment très peu en contact, et où il semblait assez peu réaliste de penser que les chimpanzés aient copié les humains.
Malgré tout, on a montré, en fait, c'est un travail conjoint entre des paléontologues, des archéologues et des primatologues, qu'a priori, il y avait au moins 4200 ans que les chimpanzés cassaient des noix. Sur un site, on a retrouvé donc des pierres avec des pollens et de l'amidon, etc., qui montrent que ce sont bien des chimpanzés qui ont utilisé ces pierres pour piler les noix. Donc, évidemment, peut-être qu'il y a 4200 ans, il y avait des humains qui vivaient là et on ne les trouve plus aujourd'hui. Donc on ne peut pas complètement éluder ça. Pour l'automédication ou pour l'utilisation des plantes, c'est plus compliqué à mon avis, parce que ça voudrait dire qu'il y ait réellement une tradition et une mémoire très longue de l'utilisation de ces plantes. Je prends juste le cas de Kibale, où aujourd'hui les praticiens n'ont plus le droit d'aller, où finalement ils utilisent plus les plantes du village et de la savane, enfin plus les herbes en fait que les plantes de la forêt. Ça voudrait dire qu'il y a vraiment une mémoire collective dans les communautés de chimpanzés qui serait vraiment très très longue. Alors après, pourquoi pas, mais bon, enfin, nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est si, alors que jusqu'à présent, il y avait pour chaque espèce animale, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais évidemment, vous savez que les chiens mangent de l'herbe, que les éléphants mangent aussi, et les perroquets mangent aussi de la terre, etc. Jusqu'à présent, on décrit plutôt une seule espèce de plante ou une seule substance naturelle pour chaque espèce animale. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est si effectivement les chimpanzés ont une plus large gamme, un plus large répertoire de plantes médicinales que ça, en supposant qu'ils ont effectivement une intelligence particulière et des capacités, une mémoire particulière, mais peut-être pas jusque-là, en fait. Bien, merci Sabrina pour cet exposé passionnant, cette première incursion dans la forêt grâce aux grands singes. Nous espérons vous retrouver dès la semaine prochaine. On va continuer avec les chasseurs-cueilleurs de Bornéo, en présence d'Edmond Dougnas. Donc au plaisir de vous voir. Et pour ce qui est des conférences en ligne, nous avons 2 adresses. La première, petitlien.fr, également sur Facebook. Vous trouvez Facebook Conférence Univers Sciences. La mise en ligne est très rapide. Et universcience.fr, conférence du collège. Bon, là, c'est le site que vous connaissez bien. Merci pour votre participation. À très bientôt et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à Fabrice et François pour la traduction en estime, bien sûr.